Nous sommes toujours en direct du 10e Forum Zéro Carbone organisé par La Tribune, la Ville de Paris et France Urbaine. Forcément, à quelques mois des Jeux Olympiques, on était évidemment obligé de s'interroger sur l'héritage écologique, environnemental de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour en parler avec nous, Georgina Grenon, directrice de l'excellence environnementale des JOP. Bonjour. Bonjour. Pierre Rabadan, vous êtes adjoint à la maire de Paris chargé du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. Et Nicolas Joly, vous êtes directeur général d'ICAD depuis quelques mois, l'immobilière de la Caisse des dépôts. Bonjour. Bonjour César. Georgina, on va commencer avec vous. On entend beaucoup de choses sur les ambitions environnementales pour Paris 2024, mais on parle de l'héritage. On entend beaucoup parler des bâtiments, notamment construits par ICAD, mais il n'y a pas que ça. Alors justement, moi je pense notamment, on avait le patron d'RTE tout à l'heure, sur les consommations d'énergie. Parce que l'idée aussi, c'est qu'on aille tous vers la sobriété et que le village olympique, notamment, serve de modèle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Déjà, merci beaucoup et bonjour à tous. Vous savez, quand on souhaite laisser un héritage plus responsable, il a fallu vraiment commencer très tôt. Avant de parler d'héritage, il a fallu commencer par challenger les modèles, des jeux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, en 2024, organiser les jeux comme on les avait toujours vus, comme on les avait toujours organisés? Et la réponse de Paris et de tous les parties prenantes, c'était non. Donc, il a fallu, comme je disais, commencer par challenger ces modèles, c'est-à-dire, nous, on veut des jeux qui vont émettre la moitié par rapport à des jeux précédents. Okay, c'est très facile à écrire, mais comment on fait? Pour ça, il faut, après que vous challengez les modèles, vous donnez des ambitions, vous créez des méthodes, des nouvelles méthodes pour faire les choses différemment. Et puis, vous donnez un leadership, de quelqu'un à la tête. Ça commence par Tony Estanguet. Il était là ce matin. Je pense qu'il a vraiment témoigné de son engagement pour des jeux plus responsables. Mais il y a aussi la ville de Paris, la maire, tous les partis prenants. Est-ce que 6 ans et demi, parce que les Jeux ont été remportés par la ville de Paris en septembre 2017, est-ce que ça a été suffisant ? C'est à peine un mandat municipal, d'ailleurs. Ça fait partie de la candidature, en fait, de la promesse de Paris dans sa candidature. Et bien sûr que vous plantez l'ambition comme ça, et après, il faut le faire. Et là, ça fait 6 ans qu'on travaille pour pouvoir le faire. Ça a commencé par des décisions prises très, très tôt. La décision de ne pas construire, de construire très peu, d'utiliser 95% d'infrastructures existantes au temporaire, par exemple. C'est très structurant pour le projet, pour un projet olympique et paralympique. C'est de jamais vu. Et en même temps, ça nous a obligés à travailler avec des sites qui existaient, à devoir parfois les adapter, à construire des sites temporaires, comme on va faire en bas de la Tour Eiffel, on va faire à la Concorde. Donc il a fallu concevoir aussi des nouveaux modèles, des nouvelles façons de livrer ces jeux, comme nous on dit dans notre jargon, avec beaucoup moins de moyens. Pourquoi beaucoup moins de moyens, du coup ? Parce qu'on fait appel massif à la location pour éviter justement de se retrouver. On parle souvent de carbone, mais il y a aussi une ambition de réduire les impacts au sens large. Pour ça, de penser à la seconde vie de tout ce qu'on utilise. Vous savez, l'événementiel a plutôt tendance à être plutôt assez linéaire. Nous, on souhaite avoir des jeux le plus circulaires possible. Donc, j'essaie de challenger les modèles, réduire les émissions. Ça commence par les constructions, par le peu qu'on construit. Et Nicolas, je pense que tu en parleras. Et Nicolas Ferrand parlait ce matin, par exemple, du village et la réduction très importante des émissions au mètre carré. On est à moins de 30% au mètre carré en construction au village. C'est énorme. C'est des nouvelles méthodes de construction qu'on va laisser en héritage aussi. Avec ces bâtiments réversibles dont on parlera tout à l'heure. Tout à fait. Et puis, commencer à regarder sur tous les pans des jeux, en fait, l'énergie, la restauration. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos impacts ? Sur l'énergie en particulier. Ne dites pas tout, parce que sinon. Non, mais l'énergie, je peux parler de l'énergie ? Oui, bien sûr. Je vous ai lancé là-dessus. Les gens, par exemple, ne savent pas, mais les sports, aujourd'hui, vous allez au Stade de France, vous allez un jour de match, toutes les opérations sont faites sur groupe électrogène, et groupe électrogène au diesel. Donc là, on raccorde les stades, on s'assure de pouvoir utiliser les réseaux, on les alimente en énergie 100% renouvelable, et quand vous faites la somme de tous ces efforts, sur les volets énergie, Paris 2024 réduit ses émissions de 80%.
Donc, même sur un domaine dans lequel on disait l'énergie en France elle est fortement décarbonée, oui, mais il faut pour autant qu'il y ait des câbles et il faut pour autant qu'on puisse s'en servir. Et il faut pour autant que les broadcasters acceptent d'utiliser les réseaux et pas utiliser les groupes électrogènes. Donc ça, c'est juste un exemple d'un des métiers qui font les jeux. On peut parler de la restauration aussi, 50% moins de carbone sur un repas par rapport à un repas moyen français. Et ça, je peux vous le dire comme ça, vous allez me dire, mais oui, vous faites comment pour le faire? Vous anticipez les questions. Et voilà. Donc, si vous voulez réduire, en gros, qu'est-ce qu'il dit l'accord de Paris? En 2050, on doit être plus ou moins à 1 kg d'émissions de carbone par repas. Aujourd'hui, on est à plus de 2 en France. C'est du fait du transport, l'acheminement, la fabrication? On fait de la somme de tout l'impact carbone de ce que vous mettez dans votre assiette, en fait, sur un repas, c'est ça, en moyenne. Donc, si on veut réduire nos impacts, qu'est-ce qu'il faut? Il faut doubler la partie des végétales. Il faut réduire les plastiques usage unique. Nous, on réduit de 50% le plastique usage unique. On se source plus local, des saisons. Donc, on revoit les menus. En fait, pas besoin d'utiliser des ingrédients qui ne sont pas des ingrédients d'été. En été, on est quand même bien servi et on a de quoi construire des menus très sympas. Donc, bref, vous faites pareil, la somme de tous ces efforts les uns après les autres. Vous travaillez sur les gaspillages alimentaires et normalement, on peut comme ça réduire l'impact de ce qu'on va servir. Et on a quand même 13 millions de repas à servir. Rien que ça. Pierre Rabadan, justement, vous êtes adjoint d'Anne Hidalgo chargé de tous ces sujets. Georgina vient de l'évoquer. Voilà, l'économie circulaire, la diminution du plastique à usage unique. Je crois que votre combat, vous, pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est de devenir le nouveau modèle, le grand événement durable, et notamment avec la sortie du plastique à usage unique. Concrètement, comment vous allez dire à Coca-Cola, notamment, qui est sponsor officiel via non pas le COJO, mais le CIO, à l'échelle internationale, de dire moins de canettes, plus de bouteilles en verre? Oui, rebonjour à toutes et à tous. Je vais parler de Coca-Cola après, parce que c'est un cas concret qu'on a déjà mis en place, puisque la livraison des jeux étant dans 234 jours, je crois. C'est des sujets sur lesquels on travaille depuis plusieurs années. Peut-être faire un petit dézoom de vraiment quelques secondes. On vous parlait d'héritage des jeux, et Georgina a évoqué l'héritage de l'événement, sur comment on est capable d'organiser le plus grand événement du monde. Je rappelle qu'on n'a jamais organisé un événement de cette ampleur en France. Il faut aussi mesurer l'ambition qu'on s'est donnée et qu'on a toujours, 8 ans après le début, à quelques mois des Jeux. Je crois que c'est important de le redire. Donc il y a cet héritage vraiment de l'événement, du plus grand événement du monde qui va forcément infuser, j'espère, tous les organisateurs d'événements qui vont s'en suivre. Le deuxième héritage, pour nous majeur, il est l'héritage sur la ville et les villes qui accueillent ces événements. Au niveau de la ville de Paris, et je reviendrai sur la sortie du plastique à usage unique, monsieur. Et on accueille Mohamed Nabali, maire de l'île Saint-Denis. Merci d'être là. Je reprends donc mon raisonnement. Le deuxième héritage, il est sur les villes, et Mohamed en parlera aussi bien, voire mieux que moi, les transformations et l'accélération que ça produit. Je vous avais pris l'exemple du plastique à usage unique, on en a beaucoup d'autres. Les constructions, on en parlera avec ICAD tout à l'heure, la nature même des constructions et leur innovation qui sont portées. On a la requalification de la Seine, dans laquelle on va avoir des épreuves olympiques et paralympiques. Mais... On va pouvoir se baigner ou pas? Eh Chaque événement, je pose la question aux représentants de la ville de Paris. C'est sur vous que ça tourne aujourd'hui. Non, mais je vous dirai toujours oui. Moi, je me suis déjà baigné. Oui, avec Emmanuel Grégoire, voilà. On a vu la vidéo. Premier adjoint. Mais oui, bien sûr qu'on pourra se baigner pour les Jeux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra s'y baigner après. Un certain nombre, vous parlez de la structuration de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un des vecteurs sur lesquels on travaille, et la sortie du plastique à usage unique, et beaucoup d'autres sujets où on estime qu'on a gagné entre 10 et 15 ans par rapport à une période que nous dites normale, sans l'accueil et l'effet d'accélérateur que peuvent être les Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour ne pas être trop long sur l'exemple de la sortie du plastique à usage unique, qu'est-ce que l'on a fait? Effectivement, vous l'avez très bien dit, Coca-Cola, sans doute l'un des plus gros producteurs de plastique au monde, est partenaire du CIO.
Donc, il fait partie de l'équation de l'organisation. Et donc, on a travaillé avec Georgina et Coca-Cola, qui a évidemment aussi une nécessité d'évolution de son modèle, la mise en place opérationnelle de ce qu'il est possible de faire. Donc, à l'échelle de Paris 2024, beaucoup de compétitions auront lieu à Paris, mais il y en a aussi ailleurs. On s'est dit comment on peut faire pour arriver à 50% sur le schéma global, et à Paris peut-être aller encore plus loin. Donc en fait, sur tous les événements, les équipements, excusez-moi, temporaires que l'on va avoir, on a, je dois le dire un petit peu au départ, contraint Coca-Cola, et maintenant ils ont pris évidemment le pas, de ne plus utiliser de plastique à usage unique, donc de bouteilles en plastique à usage unique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire acheter des fontaines, ça veut dire avoir des gobelets en plastique réutilisables, et mettre en place toutes ces solutions sur l'ensemble des sites de compétition dans Paris Intramuros, en tout cas sur l'intégralité des sites temporaires. Et à terme, ces fontaines, elles seront réutilisées dans les sites pérennes. Et en Seine-Saint-Denis, dans le reste de la France? En Seine-Saint-Denis, il y a moins de sites temporaires. Sur les sites, on va dire, classiques d'accueil, cette transformation, elle va s'opérer, mais elle prend plus de temps. Pourquoi? Par exemple, je vous donne un autre exemple à Paris, mais c'est le cas aussi au Stade de France. Si vous transformez le modèle d'achat de bouteilles, que même vous finissez par mettre dans des gobelets en plastique après avant de les distribuer, parce que dans les stades on ne peut pas avoir une bouteille en plastique pleine, ça c'est la réglementation, parce que ça peut être un projectile dangereux. Ça veut dire qu'il vous faut retravailler tout l'acheminement du produit pour qu'il reste frais au moment où là où il est stocké, jusqu'à l'endroit où il va être tiré dans la fontaine qui va rentrer, et donc qui va rentrer dans le gobelet, le liquide qui va rentrer dans le gobelet. Ça veut dire des travaux structurels sur aussi les équipements qui accueillent tout ça. Donc ça coûte de l'argent. Les opérateurs, ils peuvent le faire plus ou moins rapidement. À l'Accor Arena, par exemple, on va mettre en place des tests, mais on sait qu'il y aura encore sans doute une petite partie de vente de bouteilles en plastique. Mais par contre, sur les sites temporaires, nous n'en aurons pas. Et il sera évidemment de bon goût que ensuite, comme ça se fait déjà dans un certain nombre d'infrastructures, que tous ces modèles se transforment. Ça doit avoir un effet d'accélérateur, d'innovation et quelque part d'exemple sur ce que l'on doit faire demain pour sortir de l'utilisation du plastique à usage unique. Allez-y, Georgina Bonon. Juste faire une petite correction. Une bêtise. Non, tu n'as pas dit de bêtises, pas du tout. On est là pour débattre. Même quand il y aura des bouteilles, parce qu'effectivement, techniquement, on ne peut pas installer des fontaines partout, mais même quand il y aura des bouteilles, ils vont être déversés dans des gobelets qui vont être consignés. C'est-à-dire la bouteille est retenue à la source pour partir au recyclage. Il n'y aura pas des bouteilles dans la nature. C'était ça aussi un des engagements. C'est mieux, mais pour faire un petit ajout aussi, il est quand même meilleur a posteriori d'avoir un site qui ne produit pas de bouteilles, parce qu'on sait que le plastique peut être réutilisable, mais une part infime du plastique produit peut être recyclé. Et donc, in fine, il faut trouver une chaîne de production qui ne produit pas de plastique. Très bien. Nicolas Joly, je me tourne vers vous. Vous êtes un des bâtisseurs du village des athlètes de demain, avec d'autres opérateurs immobiliers. Là, il n'est pas question de soda ou d'eau potable, mais des eaux grises, par exemple, qui seront réutilisées sur ce village. On reste dans la métaphore aquatique. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'utiliser des eaux qui ont déjà été utilisées une première fois. Et justement, village des athlètes, ce sera l'occasion un peu de démontrer que c'est possible, on peut les réutiliser. Oui, effectivement, César, c'est un bon exemple. On va même parler des eaux noires. On va aller encore plus loin que les eaux grises. Alors, expliquez à tout le monde la distinction, parce que je ne pense pas qu'on soit tous experts. Alors, les eaux grises, c'est communément les eaux usées. Les eaux noires, c'est les eaux vannes. Concrètement, c'est celles qui viennent des toilettes. Voilà, concrètement. Et tout ça est intégré au sein de ce qui est un paroxysme de l'innovation, ce qu'on appelle le bâtiment zéro déchet. Chez nous, le bâtiment ressource, qui est le bâtiment cycle, qui vise à réutiliser justement l'ensemble de ces eaux grises, de ces eaux noires, pour par exemple utiliser la chaleur qui est dégagée pour préchauffer l'eau chaude sanitaire. L'énergie fatale. Voilà. Chaleur fatale qu'on réutilise effectivement. Et alors, c'est une innovation parce que ça nous a poussé justement à faire évoluer la réglementation. Jusqu'ici, ça n'était pas possible et on est allé chercher un décret qui a permis cette réutilisation. Donc, c'est un exemple illustratif, même extrême, justement, de ce que les Jeux Olympiques nous ont permis de faire dans le secteur, c'est-à-dire porter l'innovation à un certain nombre d'endroits. Donc là, c'est une innovation et technique
et réglementaire, mais en réalité, c'est un démonstrateur global d'innovation. C'est le village des athlètes, c'est un héritage en tant que tel pour nous, secteur de la construction, c'est un démonstrateur à l'échelle de la ville de 2050. Et de la réversibilité aussi. Et de la réversibilité. Mais c'est vraiment des innovations à tout niveau. On va rentrer dedans. Pour vous dire, démonstrateur à l'échelle, deux choses à l'échelle. On est sur des quartiers de ville. Pour vous parler du LODé qu'on développe dans le groupement Caisse, donc la Caisse des dépôts, CDC Habitat, CDC Biodiversité aussi qui est impliqué évidemment, ICAD. On parle de 12 bâtiments, on parle de 50 000 mètres carrés. On va accueillir 3 000 athlètes, ça fera 650 logements en phase héritage post-jeu. Et donc ça, c'est un enjeu fort pour nous de démontrer. Il y aura aussi des bureaux, je crois. Il y a un bureau exactement sur... oui, mais c'est 10 000 mètres carrés, donc il y a 12 ensembles de logements et il y a un ensemble de bureaux. Je vois que vous connaissez bien le sujet. Et pour nous, c'est clé de démontrer qu'on peut l'exécuter à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier. Et en cela, c'est rupturiste. On peut remercier la Solidéo qui nous avait imposé, on en parlait tout à l'heure. La Société de livraison des ouvrages olympiques qui était là ce matin. Merci César, qui nous a imposé un cahier des charges exigeant, qui nous a permis de nous dépasser aussi comme des athlètes pour préfigurer cette ville de Paris 2050, que ses futurs habitants, qui commenceront à l'accueillir en phase héritage, post-JO, à partir de 2026, trouveront. Et en fait, cette ville de 2050, elle se construit à la fois dans sa conception, dans son anatomie, et à la fois dans les usages, dans sa physiologie, dans la manière dont ça va fonctionner. Sur l'anatomie, sur la phase conception, quelques éléments peut-être pour éclairer, mais une conception déjà bioclimatique au niveau des bâtiments, la manière dont on a organisé les bâtiments, le quartier. On a pensé les hauteurs pour maximiser l'ensoleillement. On utilise les balcons comme pare-soleil. Voilà, on a une double exposition, une double orientation des bâtiments aussi. Donc, c'est pensé dès l'origine, dès les bâtiments. Évidemment, construction en matériaux bas carbone, bois, mixte, bois, béton bas carbone, avec du bois qui vient de forêts certifiées, bien évidemment. Française ? Oui, tout à fait. Ouais. Française et européenne, mais effectivement, c'est des forêts certifiées, on y a tenu. Et puis, cet îlot de verdure, cette forêt urbaine de 3000 m² qui vient au cœur du dispositif, qui est prolongée par des toitures jardins, qui va nous permettre justement de lutter dans la ville de demain contre les îlots de chaleur. Donc c'est vraiment intégré. Et puis dans toute cette phase de conception, le réemploi. Le réemploi qui est au cœur de toute la réflexion qu'on a portée, on en parlait, à la fois en phase JO, où là on va vraiment aller réutiliser tout ce qui est possible de réutiliser, ces cloisons amovibles qui permettent la transformation, donc qui est un élément clé. On va réutiliser vraiment l'ensemble des matériaux qu'on peut. Et puis en phase héritage aussi, avec je pense notamment la façade sur la rue qui fait face à la Cité du Cinéma, où là on a réutilisé des chutes de matériaux de façade, terre cuite, céramique, qui nous permettent de construire ce mur. On récupère les faux planchers des bureaux, etc. Donc le réemploi est au cœur de la conception même du quartier. Et puis dans les usages, parce que l'idée c'est d'avoir un quartier qui vit. Dès 2026, on se projette 2050 et au-delà justement. Et alors sur ces usages, évidemment l'énergie, vous en parliez, est au cœur du sujet, production photovoltaïque. On le disait ce matin au déjeuner, on a plus d'un tiers, on a 5 bâtiments qui sont équipés de toitures photovoltaïques qui vont produire une énergie qui correspond à peu près 12% de la consommation globale du quartier. Donc on a ce côté et le reste production d'énergie. Alors on a aussi de l'énergie qui vient de l'extérieur, on n'est pas encore totalement en énergie positive sur l'ensemble de nos bâtiments. Et puis on a, en revanche ça c'est intéressant aussi, dans les appartements des boucles de géothermie. D'accord. Qui Vous allez chercher l'énergie dans les sous-sols. Exactement, qui va nous permettre de chauffer par le sol en hiver et aussi de refroidir en été. Et donc là, c'est une innovation dans les usages qu'il faut aussi intégrer, nous, dans nos clients particuliers, parce qu'il y a des codes qui changent, qui sont des choses à intégrer. Et puis, je vous parlais de cette forêt urbaine. Ce sera une forêt qu'on a conçue pour être peu gourmande en eau, avec une gestion des eaux qui est optimisée, des espèces, plus de 200 espèces d'arbres qu'on est allé choisir en pépinière pour être aussi résistant que possible à des sécheresses. Voilà, plutôt au niveau de sécheresse moyen plus. Et puis, une autre innovation sur l'environnement qui est cette obligation réelle environnementale. Une innovation purement juridique, mais qui vise à préserver justement la biodiversité dans le long terme. Pour engager à l'échelle du quartier
l'ensemble des habitants, des utilisateurs. Donc en quoi ça consiste? C'est une innovation juridique qui fait que l'ensemble des habitants, à travers une structure juridique qui s'appelle une ASL, une association syndicale libre, qui va gérer en fait l'ensemble des copropriétés, va, au travers d'un mandant, en l'occurrence un bureau d'études, aller surveiller l'évolution de la biodiversité, etc. Donc, pour justement la protéger. Donc, et ça, c'est une innovation juridique qui est très très forte. Puis le bâtiment cycle, je pense que c'est vraiment l'innovation faite bâtiment, on en a parlé. Et puis au-delà de tous ces enjeux environnementaux, peut-être un point, c'est un quartier où on va vivre. Alors justement, j'aimerais donner la parole à Monsieur le maire de l'île Saint-Denis, puisque le village des athlètes s'étend sur 3 communes, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l'île Saint-Denis. Merci d'être avec nous, Monsieur le maire. Vous êtes déjà assez engagé sur les questions écologiques, d'ailleurs, vous êtes vice-président de l'Association des maires de France. Concrètement, est-ce que ça va être un accélérateur, le mot qu'on entend le plus depuis le début de la journée, pour votre commune? Alors c'est clairement le cas. Donc du coup, moi, je voulais partir de cette base-là pour vous donner un peu le contexte. L'île Saint-Denis, une vraie île en Seine-Saint-Denis, 177 hectares, 100 de terre, 77 d'eau territoriale, 14 km de berge, tout Paris c'est 15 km, et 40% d'espaces verts et naturels, avec une réserve naturelle ornithologique, un parc Natura 2000 de 23 hectares et d'autres espaces verts. D'un point de vue social, l'île Saint-Denis, c'est un village, 8500 habitants, 85 nationalités, 60% de logements sociaux, j'ai 75% de ma population qui vit dans le logement social, un revenu médian par unité de consommation de 1 200 €, donc relativement faible, et le taux de famille monoparentale chez moi, c'est un peu moins de 30%. Donc vous voyez un peu les indicateurs. Est-ce que la population se sent concernée, impliquée par ces jeux? Alors déjà, vous dire qu'on y vit bien à l'île Saint-Denis, parce qu'on a réussi à travailler sur l'esprit village et insulaire et cette ultra-proximité pour dépasser les questions du ressenti de la pauvreté. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la question de la transition écologique est un peu le cœur et le moteur de notre projet. Et en fait, en 2016, quand on pose le projet d'île Saint-Denis pour les Jeux Olympiques, on avait déjà commencé à travailler en 2014 sur une idée précise qui était les Jeux pour transformer la Seine-Saint-Denis et recréer du lien avec la centralité, avec Paris, et les Jeux pour améliorer notre quotidien. Et donc, moi, ce que tu as dit, Pierre, c'est exactement ça. On a gagné 15 à 20 ans. C'est ce qu'on a gagné avec les Jeux Olympiques, et surtout, on a accéléré nos politiques publiques. Nous, on a une approche... Par exemple ? Très concrètement, on a une approche très systémique. Je vous ai dit, à l'île Saint-Denis, j'ai 40 hectares d'espace vert et naturel. Les Jeux m'ont permis de me dire, allez, je vais péter le plafond de verre. 50% de la ville sera des espaces verts et naturels. Et donc aujourd'hui, on travaille à créer des parcs et à aménager nos berges de Seine. Et exemple, j'ai une idée en tête, je souhaite un parc, un espace vert à moins de 5 minutes de chaque habitant. C'est la ville des 5 minutes. C'est la ville des 5 minutes. C'est ça. Et ben là, je fais la ville des 5 minutes. À côté de ça, je donne un exemple très concret. Je vous ai dit que j'ai 75% de ma population qui vit dans le logement social. On a ce village olympique sublime, magnifique, qui arrive sur notre île. Voilà. Et on a des gens dans les tours qui regardent ces nouvelles habitations. En 2017, j'ai convoqué tous les bailleurs de chez moi. Je leur ai dit, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible qu'on ait des habitants de l'extérieur qui viennent vivre sur notre commune avec des habitants de chez nous et que tout le reste dégradé. C'est pas possible. Et on a lancé un plan 100% rénovation du parc social. Et aujourd'hui, je suis à peu près à 70%. À la fin du mandat, j'aurai commencé à lancer les travaux dans chacun de mes quartiers. Et donc, il y avait aussi un autre message, c'est les Jeux qui permettent d'accélérer nos autres politiques publiques. Sur la mobilité, je donne un exemple. Je suis la première ville entièrement zone 30 en Seine-Saint-Denis. Là, je développe à peu près 2 km de pistes cyclables sur 7 km de long en propre. Après les Jeux, on en refait 2 autres kilomètres. Et on travaille à un quartier sans voiture. Donc chez nous, le village des athlètes, la voiture ne peut pas rentrer. On a ce qu'on appelle des centrales de mobilité. Qu'est-ce que c'est des centrales de mobilité? Alors, c'est
des trucs très simples. C'est 1 € l'heure pour se garer dans un parking silo. C'est la possibilité de louer une petite Zoé à 2 € l'heure ou une petite Kangoo à 3 € l'heure. C'est la possibilité de venir recharger son véhicule. Sur l'énergie, j'entendais tout à l'heure l'énergie. Nous, à l'île Saint-Denis, on est un peu plus de 3000 m² de photovoltaïque, ambition 5000 m². Voilà, et j'ai un ratio mètre carré par habitant et par mètre carré qui est un ratio européen, très concrètement. Et j'ai la moitié de ma ville qui est avec un réseau de chaleur. Donc ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en fait, nous, on s'est servi des Jeux Olympiques pour accélérer notre projet de ville et nos différentes politiques publiques. Pareil sur la question de la qualité de l'air, j'ai mis toute la ville en ZFE. Tu sais que j'adore raconter la restauration scolaire à l'île Saint-Denis, où aujourd'hui on est à 90% de bio, 50% de végétariens. On récupère 100% de nos déchets alimentaires de la restauration scolaire. On les composte sur notre île et on travaille aussi sur la qualité des sols. Exemple, mon île, c'est une île qui est avant tout la fusion de 4 petits archipels, 4 petits îlots qui ont été constitués avec la construction de Paris. Voilà. Et du coup, la question de ne pas faire des travaux et d'évacuer nos terres polluées ailleurs, pour nous, ça voulait dire quelque chose. Et donc, on a créé des activités autour de la dépollution de sol sur site et ce genre de choses. En bref, mes déchets alimentaires sont compostés sur mon île, permettent de fertiliser les sols et aussi de réparer des personnes parce que c'est fait en insertion. On a une ferme horticole. Cette ferme, elle produit des fleurs. La ville rachète les fleurs, marie les gens. Et donc voilà, on est dans cette économie circulaire et cette volonté de transformer notre île en l'accélérant de 20 ans avec les Jeux. Georgina Gonon, en fait, c'est les Saint-Denis qui a montré la voie. C'est pas le COJO. Non. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Mohamed et de manière très très concise et un peu pour répondre à votre remarque, on travaille sur ce projet des Jeux depuis 2014-2015 et l'orientation politique qui a été donnée très rapidement était que l'héritage matériel bénéficie en premier lieu à la Seine-Saint-Denis, et même si la ville haute, ce sont les Jeux de Paris et au-delà de ça les Jeux de la France. Et voilà ce qu'a dit Mohamed et sa démonstration en quelques minutes est assez agréable à entendre parce que c'est finalement la démonstration de ce qu'on a voulu faire, même si on peut toujours faire mieux, même si on peut toujours se dire qu'il aurait été possible de faire plus. Voilà, que ce soit matériellement parce ce qui a été démontré dans les phrases précédentes ou les accélérations dont je vous ai parlé avant et je ne les ai pas toutes citées, c'est assez agréable aujourd'hui, avant même que l'événement ait lieu, qu'on soit à ce rendez-vous-là, même si évidemment d'autres défis nous attendent encore pour la livraison de l'équipement. De l'événement. Pardon. Non, au-delà de la boutade. Juste un complément, parce qu'effectivement, ça fait très, très chaud au cœur de vous entendre. Et les slogans des Jeux, vous savez, c'est « Ouvrons grand les Jeux ». On souhaite que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Mais un effort énorme sur la Seine-Saint-Denis, mais pas que. D'ailleurs, il y a l'ensemble des territoires hôtes, mais pas que. Par exemple, je parlais d'énergie tout à l'heure. On s'est rendu compte qu'il était indispensable pour nous de pouvoir raccorder ces événements temporaires, la Concorde, la Tour Eiffel. Donc, énorme effort avec la ville de Paris pour installer des prises temporaires, mais des prises qui vont rester, donc qui vont permettre de décarboner tous les événements temporaires qui puissent se faire un 14 juillet en bas de la Tour Eiffel, par exemple, ou une Fashion Week, ou peu importe. Et on s'est rendu compte, en fait, avec Enedis, que c'était une possibilité aussi d'offrir ça. Alors, Enedis n'est pas sur cette table ronde, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Écoutez, c'est la magie des Jeux. Peut-être, les Jeux aussi ont ces pouvoirs de rassembler, d'accélérer. Et en ce qui concerne l'électricité temporaire, on a fait un appel pour 300 villes de France qui les souhaitent. S'ils souhaitent avoir les mêmes installations qu'on a à Paris, ils vont pouvoir les faire avec l'aide de l'État et d'Enedis. Peut-être j'ai un élément de réponse complémentaire. Pour vous donner un exemple concret, on l'a fait sur la place de la Concorde. Alors vous allez me dire, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ? Parce qu'avant, la place de la Concorde, c'était juste un rond-point de circulation routière.
Et aujourd'hui, on veut une évolution autre de l'utilisation de cette place. Alors, ça sera temporaire dans le cadre des Jeux qui va accueillir tous les sports urbains, mais elle aura sans doute une évolution dans les prochaines années. Plus piétonne, plus apaisée. Voilà, plus apaisée, et donc qui aura des vocations à accueillir aussi plus d'événementiels sans doute, comme ça a été le cas pour la Coupe du Monde de rugby, comme ça sera le cas pour les Jeux, et comme on continuera à faire des choses. Mais comme ce sera plus régulier, là, ça vaut le coup, y compris dans un site patrimonial qu'il faut respecter comme tel, de tirer tous les câbles nécessaires, de faire tous les travaux nécessaires pour avoir une installation électrique durable qui permette un raccordement à une prise plutôt que l'utilisation d'un système événementiel qui par ailleurs pouvait être auparavant plus polluant. Donc voilà, c'est aussi ça l'effet que ça produit et que Georgina décrivait. Nicolas Joly, quand on entend ferme horticole, compostage, économie circulaire, chaleur renouvelable, on ne fabrique plus du tout la ville comme avant. Est-ce que ICAD sera au rendez-vous au-delà de l'opération pilote Village des athlètes? Bien sûr. Et ICAD est là depuis 70 ans et puis continuera de l'être pour construire la ville de demain. Et je pense que le plus bel héritage des Jeux, en fait, c'est d'avoir fait équipe. Parce que la question ne se pose pas juste à l'échelle d'ICAD, mais elle se pose à l'échelle du secteur. Et il a peut-être fallu les Jeux Olympiques pour qu'on soit capable de faire équipe à l'échelle de la ville. Et tout le monde a innové, mais on a innové ensemble. On a mis les prestataires, les fournisseurs, le monde de la recherche, le monde scolaire. Donc, et ça, c'était peut-être l'héritage qu'on gardera avec nous pour que ICAD, mais aussi l'ensemble du secteur demain, soit au rendez-vous de la ville de 2050. Écoutez, merci à tous les quatre. Merci beaucoup. On continue avec ma collègue Marine Idiot sur les transports collectifs, covoiturage, comment diminuer la place de la voiture. Merci. Merci.